Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le marchand et qui voient toutes ces mines, cette espèce de champ de mines qui se trouve devant eux et qui se disent « Mon Dieu, c'est sûr que je vais sauter sur l'une d'entre elles, ça peut pas être autrement. » Mais il vaut mieux sortir honorablement plutôt que de traîner cette espèce de charogne en putréfaction qui risque d'être un poids mort pendant 1 an et demi. L'argent n'est jamais un problème. La seule question, c'est combien il va vous coûter. C'est la seule question qui se pose. Mais l'argent, il y en a plein. À partir de quelle rentabilité il faut se lancer sur une opération? La bonne réponse est... Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. L'investisseur immobilier locatif qui veut se lancer dans l'activité d'achat-revente en immobilier fait souvent face aux mêmes blocages, aux mêmes interrogations. Certaines sont légitimes, d'autres absolument pas. Pour faire le point sur ces blocages, on reçoit Yoni Buxbaum sur le podcast cette semaine. Yoni s'est lancé dans l'achat-revente en 2013 et il a formé depuis 2018 plus de 2000 investisseurs sur cette activité. Au cours de notre conversation, prépare-toi à découvrir quel est le niveau de risque qu'il faut assumer quand on se lance dans l'achat-revente immobilier, pourquoi l'argent n'est jamais le vrai problème, pourquoi le seuil magique des 20% de marge peut induire en erreur, quels sont les vrais problèmes et vecteurs de risque que tout le monde sous-estime, quelle est la stratégie sur laquelle se positionner sur 2025. Un épisode qui devrait plaire aux marchands débutants ou investisseurs qui veulent se lancer dans cette activité. Si tu veux découvrir la formation d'Yoni, tu peux d'ailleurs accéder à une masterclass gratuite disponible sur le lien investisseur avec un s40.com/MDB Academy, MDB Academy avec un Y. Et si le contenu de ce podcast t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, on a plein de bons épisodes à venir sur les prochaines semaines, ça serait dommage de les rater. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur l'activité d'achat-revente avec Yoni, c'est parti. Hello Yoni, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Salut Paco, merci de me recevoir. Je suis ravi d'être là après avoir écouté plein d'épisodes. Je suis ravi de participer en tant qu'invité. Merci avec toi, j'étais très honoré que tu écoutes le podcast. Moi, j'ai démarré les invests en 2018 et t'étais le seul qui parlait d'AMDB à l'époque. Et donc, ça me fait plaisir que tu sois aussi encore dans le game, plus que tout, et qu'on puisse se rencontrer. C'est vraiment chouette. C'est ça la magie du média aussi. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas du tout? Tout à fait. Alors, je m'appelle Yoni, c'est mon vrai prénom parce que de temps en temps, j'ai la question qui pop. Donc c'est pas un nom de scène, c'est mon vrai prénom. J'ai eu 40 ans en juillet 2024, donc là, je les ai encore. Et j'habite à Lyon. Je suis marchand de biens, donc j'ai commencé informellement en 2013, l'achat-revente en immobilier et les investissements locatifs par la suite. J'ai été associé avec mon frère pendant une dizaine d'années sur une structure de marchand dans la région lyonnaise. Et là aujourd'hui, donc je suis seul. On s'est dissocié assez récemment. Et donc j'ai une activité de marchand et depuis 2018 une activité de formation qui est spécialisée pour les marchands de biens immobiliers justement. Moi je me suis spécialisé là-dedans dès le départ et j'ai continué à ne faire que ça malgré les modes et malgré les tendances, les choses comme ça. Donc c'est là-dessus que je me suis spécialisé. C'est une présentation très succincte. Je me définis plutôt comme entrepreneur et investisseur parce que j'ai tout plein de projets d'entrepreneuriat et d'investissement dont on pourra éventuellement parler si ça t'intéresse. Mais j'ai tout plein d'autres cordes à mon arc et on pourra l'évoquer. Cool, ouais. Quand tu as démarré donc 2013 en achat-revente, le marché devait être complètement différent. L'activité était encore plus obscure dans la tête des gens. Et tu as commencé par du marchand et pas par du locatif. C'était opportunité ou c'était... C'était complètement l'opportunité. En fait, moi, je n'avais aucune idée je savais même pas ce que marchand de biens ça voulait dire, honnêtement. Mon frère avait bossé à l'époque pour le marché immobilier des notaires. Tu sais, il faisait faire parfois les visites pour les biens qui étaient vendus aux enchères. Et c'est comme ça que lui avait entendu un peu parler de cette activité. Et puis un jour, il a trouvé une opportunité qui était un bien, d'ailleurs, un lot revendu par un marchand. Et tu sais, comme tu sais certainement maintenant, parfois les marchands, ils ont besoin de revendre vite, pas forcément envie de faire les travaux, donc il a vendu des plateaux pas très chers. Et donc nous, on a racheté un plateau. Et effectivement, à l'époque, ni lui ni moi n'avions trop de capitaux. Et donc, il m'a proposé qu'on aille un peu à la pêche à l'argent. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et vraiment par hasard, en fait, vraiment par opportunité. Après, il y avait une appétence commune
pour l'immobilier et l'entreprise de manière générale. Parce qu'à l'époque, toi, en 2013, t'avais déjà tenté une carrière avant sur autre chose ou t'étais dans quel move? J'en avais tenté un certain nombre. J'en avais tenté un certain nombre parce que quand tu vois la vie de Forrest Gump, ben tu peux te dire que c'est à peu près, j'ai tenté à peu près autant de trucs que lui, peut-être pas avec autant de succès, mais j'étais ravi d'essayer des choses. Et à l'époque, j'avais une société de déménagement. Donc à l'époque, moi, je faisais des déménagements. J'avais commencé ça après mes études, en comprenant que j'étais globalement inemployable. Mais donc je ne voulais bosser pour personne, mais en même temps, je savais rien faire parce que moi, j'ai fait entre autres des études de philo, donc je sais produire surtout du concept, mais il y a pas grand monde qui est prêt à payer pour ça. Et donc, moi, j'ai vu que les étudiants ils déménageaient, etc., et qu'il n'y avait pas d'offres qui étaient qualitatives à l'époque pour ces gens-là. Donc, j'ai lancé une boîte de déménagement que j'ai eue et que j'ai gardée pendant quelques années. C'était ma première expérience entrepreneuriale véritable. J'ai adoré. Je me suis dit, ok, je veux avoir des entreprises. D'accord, tu étais déjà en mode entrepreneuriat. L'opportunité avec ton frère sur l'achat-revente, parce que c'était de l'entrepreneuriat, quoi. C'est comme du négoce, finalement. C'est ça. Et tu nous racontais peut-être cette topée et puis les prochaines qui ont façonné un peu justement ton parcours là-dedans. Ouais. Alors, la toute première, ça va, il y a prescription maintenant, mais en gros, comme beaucoup de gens, on l'a un peu déguisé, tu sais, en résidence principale, etc. Donc, c'était un montage complètement alambiqué, où ma mère et moi étions pas copropriétaires, mais en gros on achetait en indivision. Enfin, c'était tout un bazar aussi pour faire passer le dossier en banque. Donc on a, comme tous les gens qui se lancent avec que dalle, tu trouves les moyens. En fait, à un moment donné, si tu veux réussir, le système a un certain nombre de règles qui, entre autres, empêchent les petits entre guillemets ou les non possédants d'accéder un petit peu au game en quelque sorte. Et en fait, si tu dis moi je veux faire partie de ce jeu-là, moi je veux réussir, tu apprends tu apprends les règles de ce jeu-là et tu composes avec. Alors c'était pas incroyablement illégal, tu vois, c'était un peu triché avec les règles du système. Personne n'a été lésé, la banque a été grassement payée et on a continué comme ça. Donc on a fait cette première OP qui était au final une subdivision de lot. Donc sur le papier, c'était facile parce qu'on s'est dit en fait, on a acheté un grand lot, on en fait 2 appartes qu'on revend séparément. Sauf qu'en fait, périmètre ABF, sauf qu'en fait, il faut refaire une DP parce qu'il y a des modifications des trucs. Sauf qu'en fait, le marchand, c'était un morceau de grange qu'on a acheté en fait. Il avait découpé une grange en 3 lots et nous on achetait un tiers. Sauf qu'il avait déposé en gros un PC pour l'ensemble. Donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, chaque fois qu'on voulait faire une modif, il fallait remodifier tout le PC, donc ça a été un bazar pas possible. Ça a été un peu compliqué aussi pour obtenir le financement. Après, on a fait une rénovation, donc on a vendu des lots quasiment terminés, rénovés. Donc si tu veux, on a fait globalement toutes les erreurs possibles que les débutants font. Bon gré, mal gré, et cette opération est sortie. Elle était quand même rentable. Elle aurait pu l'être plus, bien sûr, mais elle a été rentable. Et à l'issue de cette OP, on s'est dit, ok, c'est très intéressant. C'est très intéressant, ça peut rapporter, etc. Donc, viens, on professionnalise, on lance une activité un peu structurée. Et après, vous êtes mis sur la même type de stratégie, vous avez complètement changé pour être plus simple ou comment, ouais. En fait, non, on a fait des trucs encore plus compliqués après, parce que tant qu'à faire, quand tu te prends des coups de pied dans le cul et que t'aimes ça, tu te dis, donne-moi encore. J'apprends de cette manière. Et donc, en fait, on s'est lancé sur des opérations encore plus compliquées après, où il y avait, des mises en copro, des PC, PC sur une grange, des trucs, dans la métropole de Lyon, des trucs assez complexes. Et en tout cas, aujourd'hui, je les estimerais pas comme étant particulièrement complexes, mais à l'époque, pour des débutants qui savaient rien et qui n'avaient pas accès à de la formation un peu structurée, c'était vraiment très compliqué, bien sûr trop compliqué. Mais c'est aussi ce qui nous a permis de monter très vite en compétences, puisque je dirais que mon frère et moi avons vraiment cette envie d'apprendre, cette curiosité, qui a fait qu'à chaque opération, on a appris plein de choses, retenu des leçons, des leçons de terrain, puis des leçons vraiment très théoriques sur le fonctionnement, par exemple, de l'urbanisme ou autre. Et assez vite, on a pu accumuler des compétences assez larges. C'est quoi le
le plus gros risque, enfin, le plus gros risque, la situation peut-être où tu t'es senti le plus en danger, s'il y en avait une, et pour quelle raison en fait? Parce que c'est vrai que commencer comme ça, et en plus ça avait peut-être tu t'es formé sur le terrain, on se dit en marchant, c'était quand même s'exposer à pas mal de risques. Oui, c'est sûr. Alors, je sais pas si c'est une appétence pour le risque ou une parfaite inconscience, mais je pense que on a quand même une forme de conscience. Donc, il y a un côté confiance en soi, peut-être, qui nous faisait dire non, non, mais on va réussir à gérer le bazar. Une situation qui a été vraiment compliquée, c'est une opération qu'on a faite, qui était à cheval entre 2016 et 2018, on va dire, qui était une opération de division de maison et division de terrain. Et vraiment, tout ce qui pouvait se passer mal, c'est passé mal sur cette OP. Vraiment tout. J'en parle quand je fais des formations présentielles à Lyon. J'en parle systématiquement parce que c'est le cas d'école dans lequel tout a foiré. Et à un moment donné, on a été assigné à vente, on a dû assigner à vente forcée les vendeurs parce qu'ils ont essayé de se retirer de la transaction, parce que nous, on n'avait pas eu le financement à temps, enfin bref, un bazar pas possible, qui nous a coûté une fortune en frais de procédure et beaucoup de nuits blanches. Et là, c'est la fois où ça a été quand même assez chaud, où ça a été le pire. Avec du recul, je sais maintenant que c'est pas si grave, parce que en fait, maintenant, je sais comment on s'en sort, je sais les leviers qu'on peut avoir. Mais à l'époque, comme je savais pas trop, bah, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu peur. Ok. Et si on dresse le panorama entre 2013 et aujourd'hui sur le volume en fait d'opérations que vous avez dégagé quand vous avez commencé un peu à monter en compétence et aller justement être plus efficace, juste pour avoir un ordre d'idée de combien. Nous, on n'a pas forcément cherché à monter en volume, parce que une des leçons qu'on a assez vite apprises, c'est que tu fasses une opération à 200 000 ou à 500 000 ou à 700 000, grosso modo, tu produis le même travail. Et essayer de multiplier les opérations n'est pas forcément un bon calcul. Donc nous, on n'a pas forcément cherché à multiplier les opérations, mais on a plutôt cherché à aller sur des opérations un peu plus chères, en se disant on va produire le même volume de travail et ça va rapporter un peu plus. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément, au fur et à mesure des années, on est resté sur un rythme de croisière qui était pas exceptionnel en termes de volume, mais en essayant d'aller en chercher des opérations d'un peu plus grande, de budget un peu plus grand. Parce que 20% de 500 000 sur une marge, si on parle de marge, bah, c'est pas comme 20% de 200 000. C'est sûr. Et ce qui peut te donner aussi le confort de faire une OP par an, pas ou voire deux, mais pas plus quoi. C'est ça l'idée. Ouais. Oui, après ça dépend bien sûr des objectifs de la personne, et tu vois, si t'es seul, bah, tu fais une ou deux OP par an, si elles sont rentables, bon bah j'ai envie de te dire que si t'as pas des envies de devenir millionnaire, ça peut tout à fait bien suffire à avoir un rythme de vie confortable. Après nous on était deux avec des ambitions, donc on voulait aller clairement en chercher plus. Donc nous notre ambition c'était plutôt d'aller en chercher un petit peu plus. D'accord. Ok. Donc ouais, donc une ou deux OP, c'était quand même votre rythme On sur les était à 10 années. plus, Ouais. on était plutôt autour de, quand on a commencé à avoir un bon rythme, on essayait plutôt d'avoir, alors 4-5 par an, mais en fait, c'est toujours difficile de dire par an, puisque il y a des opérations qui prennent 6 mois, il y en a qui vont prendre 2 ans et demi, en fait, et c'est toujours sur des opérations qui débutent, qui se terminent, mais on essayait tout le temps, en tout cas, et c'était notre objectif, on essayait tout le temps de faire en sorte que notre trésorerie soit employée. C'est-à-dire que si là, il y avait de la trésorerie, mon frère, qui est quelqu'un d'ordonné, il disait, bah tiens, dans 6 mois, on va avoir 70 000 euros de trésor. Il faut qu'on ait une OP pour employer cette trésorerie pour pas qu'elle dorme. Ouais, ouais. Ça c'est un bon problème à avoir, mais il faut y penser quoi, complètement quoi. Oui, oui, oui. Alors, je tiens à préciser pour les gens qui vont se dire, ouais, c'est facile, machin, eux, ils ont de la trésor. Quand on a commencé, on avait moins de 10 000 euros. C'est-à-dire que j'ai amené 8 000 euros, je crois, sur la table quand on s'est lancé. Et pour cette première OP dont je t'ai parlé, et tout le reste, on allait le chercher ailleurs. Ouais, ouais. En fait, on a démarré. Tu sais, il y a toujours le storytelling de l'infopreneur, parti de zéro. Je t'apprends comment devenir libre. Euh, Moi, c'est parti du 8 000 balles à peu près. Donc, c'est pas zéro, mais ça fait quand même pas lourd. Ouais, c'est ce que t'écrivais, je crois, dans ton bouquin, que à 31 ans, t'étais retourné vivre chez ta mère et t'avais tout ton cash dans une OP bloqué, donc c'était pas liquide. T'étais comme si t'avais zéro, quoi, finalement. Oui, et puis pour moi, là-dessus, on était assez alignés avec mon frère, c'est que on avait tellement cette envie de réussir
et tellement cette envie de se hisser au-dessus de notre condition économique que on s'est dit cet argent-là, il est fait pour prospérer entre guillemets, il est fait pour investir, il est fait pour entreprendre et on va pas taper dedans. Et donc on s'est retrouvés, et lui et moi, dans des situations économiquement très 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 justes, parce qu'on s'est vraiment serré la ceinture et on s'est discipliné en se disant non, cet argent, on n'y touchera pas tant qu'on n'aura pas atteint une certaine assise. Ouais. Non, c'est cool. Donc ouais, on a vraiment 10 ans d'expérience, plus que 10 ans même d'ailleurs, en marchand de biens, continuellement, sans avoir arrêté, sans se planter non plus, sans avoir allé en prison, c'est déjà super top. Alors on s'est planté plein de fois. Je me suis planté pas plus tard qu'il y a quelques semaines. Je pourrais raconter l'histoire si tu le souhaites, mais comme tu vois, on n'est pas exempt d'erreurs quand on a de l'expérience. Mais on s'est planté. Vraiment, on s'est planté bien comme il faut sur pas mal de dossiers. Mais en fait, c'est de l'entrepreneuriat, donc je connais pas d'entrepreneurs qui se sont pas plantés. Et en fait, ce qu'il faut se dire sur le marchand, c'est que chaque fois que tu rentres dans une OP, c'est comme si tu remontais un business. C'est comme ça qu'il faut l'envisager. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais sur une OP, tu peux te planter et tu peux perdre. » Sur n'importe quelle entreprise, tu peux te planter et tu peux perdre. Et en fait, si tu te dis que c'est pas juste une activité filante, voilà, quelque chose d'un peu amorphe, c'est mon activité de marchand, mais que chaque fois qu'il y a une OP qui démarre, c'est un nouveau business, c'est une nouvelle entreprise avec ses risques, avec ses gains potentiels, et elle peut potentiellement cracher, bah c'est pas grave, c'est pas pour autant que ça met en péril toute la demeure. À partir du moment où tu l'envisages comme ça, je pense que tu prends avec une certaine philosophie les dossiers qui ne vont pas au bout, ou qui se plantent, tu vois, qui réussissent pas. C'est pas grave. Justement, peut-être pour mettre à l'aise les personnes qui nous écoutent et qui ont démarré, qui ont essuyé quelques plâtres, tu parles justement de des dossiers qui vont pas bien, des marges peut-être négatives qui sont absorbées par les profits d'autres projets. Tu peux nous donner un petit peu une idée de combien tu as dû décaisser ou encaisser en termes de coûts financiers sur des trucs qui étaient pas bons, couper un bras et on passe à autre chose, juste pour avoir une idée de que la réussite, comme tu dis, elle est née sur des échecs aussi, quoi. Ouais. Alors j'ai deux exemples qui sont des exemples récents plutôt, parce que il faut quand même savoir que jusqu'à 2023, on n'a jamais perdu, on a fait que gagner de l'argent. On n'a pas toujours gagné autant qu'on l'espérait. Même en général, on gagnait un petit peu moins. Ça fait partie du jeu. Mais globalement, on a toujours gagné de l'argent jusqu'à 2023. La première opération sur laquelle on s'est retrouvé à laisser un peu de plume, c'est une opération qu'on a enclenchée en 2020-2021 et qui est partie un peu difficilement déjà dès le départ, avec une mairie qui nous a un peu fait chier et des trucs, donc ça a commencé à prendre du retard, et puis des estimations de prix à la revente qui étaient pas déconnantes, mais à un moment donné le marché a dit bah non, à ce prix-là on n'achète pas, on n'a pas réagi assez vite, et là on s'est retrouvé un peu dans la tourmente de 2022, où ça a commencé à être la merde. On a réagi, mais à chaque fois on a réagi avec un petit temps de retard, qui a fait qu'en fait, à la fin, on s'est retrouvé non seulement à faire des travaux sur notre trésor pour pouvoir essayer de sortir quelque chose, et en plus, on a perdu un petit peu d'argent. Mais la perte financière, elle est minime. Enfin, on est sur moins de 20 000 balles de perte. Par contre, on a bossé pendant 2 ans pour rien. Ça, c'est la perte en argent et en temps qui est un peu plus dommageable, on va dire. Et là, donc ça, c'est l'exemple numéro 1. Mais c'est pour dire, vraiment pour remettre un petit peu de proportion dans cet échec, c'est que, et pour rassurer aussi les personnes qui vont l'entendre, c'est que c'est une OP qui s'est mal passée, dans laquelle il y a eu plein de problèmes, qui a été achetée au pire moment et qui a été revendue au pire moment. Ça veut dire que tous les pires trucs se sont alignés, et même avec ça, on n'a pas perdu. Alors c'était pas une OP énorme, on était sur une OP qui était autour de 450 000 d'achats, plus des travaux, des trucs. C'était pas non plus un truc gigantesque. Donc c'est pour mettre de la proportion. Et donc ça c'est un dossier qui s'est pas bien passé et qui est allé au bout. Et un exemple très 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 récent sur lequel je me suis engagé seul récemment, à l'automne 2024. C'est un dossier, bref, je passe les détails, mais un entrepôt que je devais racheter, sur lequel je devais faire 3 lots d'habitation. Et là-dessus, j'ai sous-estimé une partie des coûts, la technicité de l'opération. J'ai été un peu nonchalant
j'ai été un peu pressé de trouver le dossier parce que je venais de créer ma boîte en solo et je voulais vite trouver les OP, nanana et blablabla. Et je pense que j'avais quelque chose à me prouver à moi-même. Le dossier avait l'air bien, donc j'ai avancé et j'ai une forme de nonchalance, notamment sur le dépôt de permis de construire. Je me suis rendu compte que l'opération, en fait, elle allait pas être suffisamment rentable par rapport à sa technicité et par rapport au montant qui était à investir. Et donc, fort de mon expérience de 10 ans, justement, je me suis dit, oulala, ça sent la merde. Dégageons-nous vite de ce guêpier foireux avant d'y laisser trop de plumes. Donc là, tout de suite, j'ai contacté notaire, agent immobilier. Je leur ai dit, écoutez, voilà, je veux me dégager honorablement de l'opération. En face, en plus, t'es un professionnel, donc je dis, je veux pas lui faire perdre trop de temps. Je sais ce que ça engage. Donc là, pour le coup, je me suis retrouvé, j'avais pas déposé le PC à temps, donc j'avais plus de conditions suspensives, en gros. Donc j'étais baisé. Je sais pas si on a le droit de dire des gros mots sur ton podcast, parce que j'en dis pas mal là. Et donc j'ai dû lâcher 20 000 balles d'indemnisation. Et je m'en tire pas trop mal. Bon, ça m'a coûté 5 000 aussi tu vois, géomètre, archi, etc. Donc j'y laisse 25 000. Mais je me suis dit, j'avais envie là de repartir propre, surtout que j'avais trouvé entre-temps une deuxième OP qui était beaucoup plus facile et beaucoup plus rentable. Et je me suis dit, bon je me referai, c'est pas grave, mais il vaut mieux sortir honorablement plutôt que de traîner cette espèce de charogne en putréfaction qui risque d'être un poids mort pendant 1 an et demi. Et on sait tous les deux que quand t'as une OP qui se passe pas bien, elle peut te pomper une énergie, mais vraiment infinie, et peut-être t'empêcher d'aller faire des choses beaucoup plus vertueuses à côté. Donc là, j'ai fait ce choix stratégique de dire, bon, je coupe, ça, c'est 25 000, ça passera en perte et profit, et puis tant pis, quoi. Sur le premier exemple, c'était donc il y avait la conjugaison de surcoûts de travaux et puis le marché qui s'est été complètement retourné en 2022, donc baisse de prix en face. Est-ce que sur le dernier, c'était, tu disais le problème de coût de revient qui avait explosé, c'était une technicité, un truc que tu aurais pu voir avec le recul, ou c'était juste ouais. En fait, il y a 2-3 lignes dans le calcul de rentabilité que j'ai un peu éludé, et en fait, ça fait partie de mes défauts. On pourra en parler avec plaisir, mais ouais, j'aime bien aller vite et je suis pas très attaché aux détails. Et ça peut être dans certaines circonstances, ça peut être un point fort, ça peut être une force, mais en l'occurrence, ça a été une faiblesse puisque ça m'a poussé à aller un petit peu trop vite. Et puis j'étais sûr, j'achetais le bien à un prix au mètre carré à Lyon qui défie toute concurrence. Donc je me suis dit, tu peux retourner le truc comme tu veux, ça va tourner. Et ça tournait, mais ça tournait pas suffisamment. C'était un peu juste, et en fait, le risque, il aurait suffi d'un ou deux grains de sable dans l'engrenage pour que ça vire au truc vraiment pas bon. Donc j'ai préféré laisser de courir. Et tout ça, du coup, on a vu que tu avais quelques pertes, mais surtout sur l'ensemble de ton parcours, c'est pas énorme. Tu le dois aussi à, j'imagine, les marges qui, j'imagine que c'est quoi la minimum pour toi, c'est 20%. Est-ce que si tu raisonnes prix de revient ou sur le chiffre d'affaires? Alors ça, c'est une bonne question. Et c'est la question qui revient très très souvent. Quelle est la bonne rentabilité? À partir de quelle rentabilité il faut se lancer sur une opération? La bonne réponse est qu'il n'y a pas de bonne réponse. Et je vais donner plusieurs exemples pour faire comprendre aux auditeurs et à toi que je sais pas de noyer le poisson. En fait, il est communément admis qu'au-delà de 20%, ça devient intéressant. Ce qui peut être vrai. Maintenant, je vais te prendre un contre-exemple. Admettons que tu aies une opération qui soit à 100 000 euros. Et il y a beaucoup de boulot. Parce que tu es en périmètre ABF, parce qu'il faut gérer je ne sais quoi, une servitude et une copropriété où tu as 2-3 emmerdeurs, et il va y avoir un chantier à gérer, et machin, et des assurances, et blablabla. Mais tu as 20% de rentabilité. C'est quoi? On va même pousser l'exemple plus loin. Tu as 25% de rentabilité. Tu vas gagner 25 000 balles. Sur chiffre d'affaires, hein, du coup? Ouais, admettons même que tu sois sur un CA après à 200 000. Admettons que tu sois sur un CA à 200 000 ou à 150 000 pour les besoins de l'exercice. Donc tu vas finir quelque part entre 37 500 et 50 000 euros de marge brute. La question qui se pose, donc tu es bien à 20%. Pardon, je t'ai dit une bêtise.
c'est jusqu'à 40 000 de marge, pas 50 000. Si tu fais 200 000 de CA et que tu as 20% de renta, tu es à 40 000. Donc, admettons que tu sois à 40 000 de marge brute. La question va vraiment se poser, est-ce que... pardon, je vais revenir encore sur ce que j'ai dit, parce que j'avais pris l'exemple de 25% de renta. Donc, c'était bien 50 000. La question se pose de, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et le sujet de la rentabilité de l'opération, il est toujours à examiner sous le prisme de plusieurs critères. Il y a non seulement le pourcentage de rentabilité qui peut être un indicateur, mais pas seulement. Il va falloir se questionner sur la quantité de ressources que tu vas devoir investir pour cracher ces 25% de renta. Et les ressources dont vous disposez et que vous mettez sur la table pour faire une OP, c'est votre temps, c'est votre énergie, c'est votre capital. En gros. Et le niveau de prise de risque que vous êtes prêt à accepter. Et la question, c'est si une opération vous demande énormément de toutes ces ressources-là, temps, argent, énergie, eh bien, à quel prix est-ce que vous voulez les rémunérer? Combien est-ce que vous désirez que ces ressources-là soient rétribuées? Ça, il n'y a que vous qui puissiez y répondre. Et il y a une autre notion qui est très importante, c'est la notion de coût d'opportunité. C'est-à-dire que pendant que je fais mon opération, là, qui me demande vachement de travaux, certes, qui sort 25% de rentabilité, mais qui risque d'être pénible, de me coûter, tu vois, en termes de temps, d'énergie, etc. Et admettons qu'elle prenne 8 mois à sortir. Et à côté de ça, j'ai une autre opération que je vais louper, du coup, parce que ma trésor, elle est déjà engagée. Mais il y a une OP qui me passe sous le nez, qui, elle, génère 20% de rentabilité, voire même, tu sais quoi, 18% de rentabilité, mais c'est un aller-retour. Ou alors, c'est un truc où tu dis, bah, je fais un coup de propre, voilà, je rajoute une cloison pour faire une troisième chambre, je mets au propre et hop, je récupère 18% de rentabilité. Et je sors en 4 mois. Facile. Bah, moi, je vais avoir tendance à dire, je préfère l'opération à 18% de rentabilité. Donc aussi, si tu prends une renta de 20% sur un CA de 100 000, bah, tu gagnes 20 000 balles brutes, donc avant IS, ce qui est quand même pas... c'est pas énorme, il n'y a pas de petit profit, mais c'est pas énorme. Donc, si tu dis 20% de 1 million, on est sur 200 000, c'est un montant absolu qui commence à devenir très intéressant. Là, ça donne envie de se lever le matin. Donc, la renta, elle est aussi à examiner sous ce prisme-là. Ouais. Ouais, non, tout à fait. C'est vrai si on fixe des barrières trop rigides, on rate les trucs. Et comme tu dis, en fait, l'allocation du capital, le temps, la charge mentale, mais l'allocation, le recyclage, en fait, de la trésor, tu peux en faire même 2 sur la même année au lieu d'une prise de tête qui peut ne pas se concrétiser. Donc ouais, faut faire le bon choix. C'est Quoi. ça. Et en fait, il y a beaucoup de débutants. Alors quand je vais dire débutant dans cet épisode, faut vraiment pas le prendre comme un truc péjoratif. C'est une personne qui débute. Les débutants vont avoir souvent cette tendance, je l'ai remarqué pour en avoir accompagné un paquet, à aller chercher les critères objectifs, fixes, sur des espèces de seuils qui vont les rassurer sur la prise de risque sur le risque qu'ils sont en train de prendre ou pas. Et donc, ils sont toujours en train de chercher et se dire, est-ce que mon risque là est raisonnable, on va dire, au-delà de 20% ou en dessous de 17%. Et il faut quand même se méfier avec ça, puisque ça peut vous induire en erreur ou vous faire perdre des opérations qui auraient pu potentiellement être intéressantes. Ça me fait penser d'ailleurs, est-ce que dans ton approche, toi, tu sais, toujours l'histoire de maximiser le profit, minimiser le risque, est-ce que toi, tu loques le niveau minimum de risque en essayant de... Tu vois, est-ce que tu regardes en priorité le risque et le maîtriser à fond, et ensuite derrière, bah en fait, le profit, ça sera le profit, et puis, ou est-ce que tu te dis, ok, il y a du risque, il y a des trucs qui sont dans l'incertitude, donc je vais plutôt maximiser le profit pour avoir plus d'amortisseurs, tu vois. Aujourd'hui, la prise de risque ou plus la complexité de l'opération sont des choses que je vais prendre en considération lorsque je vais faire mon calcul de renta. Typiquement, sur la deuxième OP que j'ai en cours en ce moment, c'est une opération où il y a un permis d'aménager à déposer, il y a des travaux de terrassement, enfin ça va être une opération un peu longue et qui va requérir du travail. Donc là, typiquement, quand j'ai fait les calculs de rentabilité, je me suis dit bon bah il y a tout ça à faire, ça va être chiant, ça va être long, donc il faut que ça paye.
Donc dans l'offre que j'ai faite, j'ai aussi pris en considération un certain niveau de rentabilité que j'attendais. Par ailleurs, il y a certains risques qui peuvent être des risques par exemple inhérents à l'urbanisme, enfin aux autorisations d'urbanisme que tu obtiens ou que tu n'obtiens pas selon le bon vouloir de la commune. Et ben là-dessus, il y a quand même des moyens de se protéger et tu peux mettre en place ou des conditions suspensives, tu peux aller consulter la mairie, chose que j'ai faite sur ce dossier, pour avoir une prévalidation du dossier et déjà commencer à désamorcer certaines des mines qui se trouvaient sur le chemin. Ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans le marchand et qui voient toutes ces mines, cette espèce de champ de mines qui se trouve devant eux et qui se disent « Mon Dieu, c'est sûr que je vais sauter sur l'une d'entre elles, ça peut pas être autrement ». Ce qu'ils ignorent, c'est qu'en fait, en tant que marchand, on dispose de pas mal de détecteurs de mines, ou en tout cas, tu sais, des trucs, des espèces de sabots, c'est pas des sabots, je sais pas comment ça s'appelle, des trucs sur lesquels qu'utilisent les démineurs pour marcher et pour éviter de sauter sur des mines. Il y a pas mal de, on a tout un, bon, désolé pour le champ lexical un peu martial, mais il y a tout un arsenal dont on dispose pour se protéger et qui nous permet justement, si on anticipe suffisamment ces mines, eh bien de pas sauter dessus. Mais encore faut-il avoir conscience des mines, de leur localisation approximative et aussi des moyens dont on dispose pour s'en prémunir. Et est-ce que dans cette veine-là, tu pourrais nous énumérer peut-être justement les différentes contraintes que les gens ont en tête quand ils se lancent en marchand de biens, et voilà, ces fameuses mines, et quelles sont éventuellement, tu sais, celles dont on se fait une montagne et finalement sont pas grand-chose, ou celles qu'on sous-estime au contraire et qui ont une conséquence forte, pour avoir un ordre d'idée. Ouais. Alors effectivement, cette distinction est intéressante puisqu'il y a les mines imaginaires et puis il y a les mines réelles. Et il y a les petites mines qui font pchit quand tu marches dessus, et puis il y a des mines par contre qui tu te dis oh bah tu croyais que c'était juste un caillou, et puis là par contre ça fait très mal quand tu tombes dessus. Et alors là-dessus, j'ai un éventail très large de personnes, puisque je reçois beaucoup de questions tout le temps, j'ai formé beaucoup de personnes et donc je sais aussi quelles sont les questions qui préoccupent la plupart des gens. La plupart des gens qui se lancent ou qui se développent se posent des questions de fiscalité en premier ordre, et deuxièmement se posent des questions sur le financement. Donc, et en tout cas sur ces deux domaines-là, ils ont en commun le fait que les gens ont beaucoup de croyances, qui sont vraiment des croyances, puisque c'est loin d'être factuel comme on va pouvoir l'aborder. Ils ont des croyances et donc ils se laissent un peu influencer ou comment dire, paralysés par ces croyances. Donc ça, ce sont les choses qui sont imaginaires. En réalité, la fiscalité du marchand de biens, elle est hyper facile. Elle est vraiment pas compliquée. Globalement, en 3 heures de formation à peu près structurée, on vous explique 90% de ce que vous avez besoin de savoir. Il y a quelques petites subtilités au sujet de la TVA, mais vraiment, c'est pas compliqué. Et en fait, si les gens se laissent un peu perturber par les sujets de TVA quand ils se lancent dans le marchand, c'est parce que en général, ce sont des personnes qui n'ont pas eu d'entreprise. Je généralise, mais c'est pour simplifier. Mais j'ai constaté que souvent, en tout cas, mes élèves sont des personnes qui ont eu des carrières, peut-être en tant qu'indépendants, mais beaucoup en tant que salariés. Et là, ils se lancent dans cette activité-là, c'est leur première activité entrepreneuriale. Et déjà, ils comprennent pas nécessairement les mécaniques de la TVA en général. Donc la TVA du marchand de biens, comme elle est un peu plus subtile, c'est plus compliqué. Mais il faut vous dire que c'est pas beaucoup plus compliqué qu'un restaurateur qui se tape trois niveaux de TVA, si c'est un sur place à emporter ou machin truc, ou est-ce que tu as débarrassé ton gobelet ou pas. Donc la fiscalité, pas compliquée. Le financement, un peu subtil, mais pas compliqué quand on sait comment s'y prendre. Alors ça peut être plus difficile pour certains que pour d'autres, mais il y a des solutions qui existent. Mais l'argent n'est jamais un problème. Vraiment, ça, je me tue à le dire pour qui veut bien l'entendre. L'argent, et je le répète, donc si vous devez partir de ce podcast avec un message, c'est le suivant. Voilà. Ouvrez les petits calepins et prenez le stylo. L'argent n'est jamais un problème. La seule question, c'est combien il va vous coûter. C'est la seule question qui se pose. Mais l'argent, il y en a plein. Donc ça, ce sont les risques, enfin, ce sont les mines imaginaires. Maintenant, les mines réelles, sont les suivantes.
les délais que les gens anticipent souvent très mal, qui sont causés par des sujets d'urbanisme, qui sont causés par des sujets techniques tels que les travaux ou des études qui doivent être mises en place, des études préalables, type études structure, études de sol, ce genre de choses. Ça, c'est les délais liés à ça. Les délais, bien sûr, qui sont liés aux travaux. Les délais liés à des durées de commercialisation qui, dans les circonstances dans lesquelles on se trouve, sont très importants. Les délais liés à la recherche du financement des acquéreurs, parce que les gens oublient qu'ils vont être plus des vendeurs que des acquéreurs quand ils seront marchands, plus souvent, hein, parce que normalement tu divises, donc tu vends plus de lots que tu n'en achètes au final. Donc il y a ces sujets-là, et donc le sujet des délais dont je viens de parler, le sujet de l'urbanisme qui est un des plus gros sujets aujourd'hui des professionnels de l'immobilier, qu'ils soient promoteurs, lotisseurs ou marchands de biens, avec les caprices qu'on connaît des mairies et leur côté réfractaire à la plupart de nos projets. C'est vraiment un gros problème. D'ailleurs, à mes yeux, c'est un problème national et un problème de société. Et la problématique des travaux, l'encadrement des travaux, la gestion des artisans, trouver les bons artisans. Donc ça, il y a quand même un peu plus de gens qui en ont conscience de ce sujet-là, des travaux. Et ouais, enfin tout le volet technique de manière générale, et aussi les sujets de vraiment savoir bien calculer une rentabilité, c'est-à-dire savoir bien tout prendre en considération sans trop en faire non plus. C'est-à-dire que là-dessus, il y a une espèce de savant dosage de prudence à se dire, il faut que je prenne en considération tout ce que je vais devoir dépenser. Peut-être que je majore un petit peu pour prévoir les aléas, pour anticiper les aléas, mais pas trop non plus. Faut pas que je sois trop conservateur parce que sinon il n'y a plus aucune opération qui sera rentable. Donc voilà, en gros, pour résumer, les vrais gros risques, les délais, tous les sujets techniques liés les sujets techniques en général, les concessionnaires, donc Enedis et les autres concessionnaires. J'ai parlé de l'urbanisme, j'ai parlé des artisans, le financement des acquéreurs, et ça fait déjà pas mal. Et les moyens justement d'éliminer ou de neutraliser ces fameuses mines les plus impactantes que tu viens d'évoquer, parce qu'il y en a certaines qui nécessitent d'avoir de l'expérience, d'avoir connu des problèmes, tu vois, notamment les aspects techniques. Tu ne deviens pas d'un très bon technicien d'un jour au lendemain. Il faut que tu fais une première OP, t'essuies quelques plâtres, etc. Comment tu arrives à avancer quand même en te prenant quand même deux trois claques de temps en temps, mais que ça te mette pas à terre, parce que c'est ça, j'imagine, le jeu, quoi, c'est de continuer à avancer, quoi. Ouais, tout à fait. Alors, déjà, je recommande aux personnes qui veulent faire du marchand, qui s'y intéressent ou qui veulent faire de l'immobilier en général, de prendre une bonne formation. Donc là, c'est pas juste le mec qui se fait de la pub pour sa crèmerie, mais véritablement, que ce soit chez moi, chez quelqu'un d'autre, pour du locatif ou pour du je ne sais quoi, on s'en fiche. Prenez une formation qui tient la route, parce que les quelques milliers d'euros que vous allez investir, vous allez les rentabiliser x10, normalement, ou x20, si vous faites la moindre opération, mais ça, il y a aucun doute. Donc aujourd'hui, ça, c'est un bon moyen de se prémunir. Maintenant, pour donner les grandes lignes sur de protection, je pense que c'est valable pour une OP de marchand ou pour un investissement locatif aussi, du reste. Il faut arriver avec une attitude un peu de prudence, déjà. Il faut prévoir des délais qui soient suffisamment longs. Beaucoup de personnes sous-estiment l'importance des délais. Une opération vous prendra toujours plus de temps que ce que vous aviez imaginé. Moi, je connais pas une opération qui soit bouclée plus tôt que prévu. Ça, c'est très très rare. Ça arrive, mais c'est extrêmement rare. Donc, partez du principe qu'une opération vous prendra plus longtemps que prévu. Partez du principe que les gens avec lesquels vous allez bosser ne vont pas faire le boulot correctement, ou s'ils le font correctement, ils vont pas le faire en temps et en heure, donc ils vont être à la bourre et donc ils vont vous mettre dans la merde. Ils vont notamment vous mettre dans la merde si vous avez prévu des délais qui sont trop short. Et où est-ce qu'ils sont ces délais? Ils sont notamment dans les promesses de vente que vous allez signer. Parce que lorsque vous allez signer une promesse de vente, un compromis en tant qu'acquéreur pour acheter une opération de marchand, là, on va vous dire, ok, vous avez, monsieur le marchand de biens, une condition suspensive de financement, vous avez une condition suspensive, je sais pas, de dépôt de permis de construire, de demande de permis de construire. Ok, votre financement, vous déposez la demande quand et quand est-ce que vous nous envoyez un accord? Votre PC, vous le déposez quand et quand est-ce que vous obtenez un accord?
etc., etc. Donc en fait, chaque condition suspensive va être adossée à un délai. Et donc, là, une erreur très commune des marchands débutants, c'est de mettre des délais qui sont trop courts. C'est de laisser le notaire en face, qui est souvent le notaire vendeur, qui lui a un intérêt à ce que ça aille vite, mettre des délais qui sont trop justes et qui vont, dans le meilleur des cas, vous mettre une pression inutile, dans le pire des cas, vont vraiment vous mettre dans une situation très inconfortable. Donc la première chose que vous pouvez faire, et vraiment, ça mange pas de pain, ça coûte rien, pour vous protéger, c'est de mettre les délais les plus longs possibles dans vos promesses. Et il faut que vous compreniez que un délai trop long peut toujours s'anticiper. C'est-à-dire que si vous avez eu votre PC ou votre financement avant la date butoir prévue, c'est pas un problème. Le notaire vendeur et son client seront ravis de signer avec vous par anticipation. Par contre, si vous êtes hors délai, c'est là où vous êtes dans une situation très défavorable et où ça va commencer à schlinguer en ce qui vous concerne. Donc les délais, première chose, premier moyen de protection. Sachant que juste pour ça, sur revenir là-dessus, ça bloque pas ou ça réduit pas les chances d'une acceptation. Là, on est après l'offre en fait, hein, donc par rapport au vendeur, on va pas mettre en péril notre proposition d'achat juste parce qu'on demande un long délai, quoi. Oui, alors ça dépend des situations. Ça dépend des situations. Alors là, on rentre dans des subtilités qui peuvent être un peu longues à expliquer, mais en gros, il faut essayer de pas trop en dire non plus quand on fait l'offre, parce que souvent, donc tu vas arriver avec ta tartine de conditions et puis bah là, le vendeur il va dire ah mais ça veut dire qu'on vend quand. Et c'est là où il faut essayer d'être un peu subtil et pas trop en dire, parce que le sujet des délais justement, il peut freiner pas mal de vendeurs. Mais là, tu étais dans la promesse, donc tu as une offre acceptée en main déjà, et c'est là que tu peux aller négocier pour allonger les délais. A priori, il est engagé avec toi, le vendeur, et ça va pas capoter, si? Oui et non, parce que ils sont quand même pas bêtes. Et souvent, bah, et c'est même l'agent IMO qui va te poser la question. Quand tu mets ta condition de PC, il va dire bon bah moi j'ai rien contre, mais par contre quand est-ce qu'on vend? Et souvent la question va arriver avant que l'offre ne soit acceptée. Après, c'est un travail de négociation et où il faut essayer de trouver un peu des contreparties. Ça peut faire l'objet, je pense, d'un épisode entier, mais en tout cas, c'est toujours une question de contrepartie. Mais en effet, ça peut arriver le sujet vraiment des délais dans le détail, à un stade un petit peu avancé. Et le mieux, si possible, c'est de laisser le notaire vendeur faire l'explication. Parce que comme ça, il vient pas vous accuser d'être un vilain marchand qui lui fait perdre son temps. Il se dit bah c'est maître machin qui m'a dit, donc ça doit être une parole d'évangile. Donc le premier moyen, ce sont les délais. Le deuxième moyen, ce sont les conditions suspensives. Ça, les conditions suspensives, si vous ignorez précisément ce que c'est, ce sont des conditions que vous insérez dans l'avant-contrat, donc que ce soit un compromis ou une promesse de vente, et dont la réalisation est nécessaire pour que le contrat se réalise au final. Par exemple, une condition suspensive, la plus connue, c'est la condition suspensive de financement. Bon, là, on dit, bon, bah, si j'ai pas mon financement, je n'achète pas. Mais des conditions suspensives, il peut y en avoir tout un tas. Et vous pouvez, en gros, il faut comprendre qu'une promesse, c'est un document de droit privé, qui donc est sous seing privé, qui vous regarde vous et votre co-contractant, qu'il soit vendeur ou acquéreur, et vous pouvez mettre dedans à peu près tout ce que vous voulez comme condition, à partir du moment où elle n'est pas potestative. C'est peut-être le moment où vous apprenez un mot, potestatif, une condition potestative, P-O-T-E, hein, potestative, c'est une condition qui ne se réalise que selon le bon vouloir d'une des parties. Typiquement, je deviendrai acquéreur le jour où je me serai laissé pousser la barbe. Ça, c'est une condition qui n'est pas recevable puisqu'elle ne dépend que de ma bonne volonté. Mais outre les conditions potestatives, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez comme condition suspensive dès lors que votre interlocuteur est d'accord. Les conditions suspensives, c'est une arme incroyable, en tout cas pour se protéger des plus gros écueils. Et ensuite, sur le risque qui est lié à la partie technique, eh bien, faites-vous aider. Faites-vous accompagner par des personnes qui en savent plus que vous. Donc ça peut être des marchands plus expérimentés s'ils acceptent de vous mentorer,
on va dire. Mais ça peut être aussi des maîtres d'œuvre. Il y a beaucoup d'artisans qui ont un savoir technique qui est très très vaste. Souvent, les sujets qui sont un peu coûteux, qui vont vite vous mettre dans des situations inconfortables, sont des sujets structurels. Donc là-dessus, si vous avez un bon maçon, un bon charpentier, vous pouvez demander des avis. Vous pouvez tout à fait bien faire une offre, entrer en négociation et dire que cette offre, elle est sous réserve de visite avec un maître d'œuvre, avec un maçon, etc. Ce sont des choses qui peuvent tout à fait bien se faire. Ça fait partie des choses que vous pouvez mettre en œuvre pour vous protéger. Et déjà, là, avec les 3 moyens que je vous ai donnés là, vous couvrez 80, bien entre 60 et 70% des risques. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de désamorçage qui sont justement au contraire surcotés? On pense que c'est la balle en or et en fait c'est un peu véreux derrière. Je pense notamment, tu vois, un peu cette tendance de faire de la pré-commercialisation, de faire des conditions suspensives de pré-commercialisation en se disant dans tous les cas moi je suis complètement libre, je peux partir si ça se passe pas. Mais est-ce que il n'y a pas des trucs où on pense que c'est solide et en fait derrière c'est peut-être pas donc ça. Ouais. Je l'explique en 2 mots, la pré-commercialisation consiste à mettre en vente des lots dont vous n'êtes pas encore le propriétaire. C'est-à-dire que vous n'êtes que sous promesse et vous commercialisez les lots. Vous avez tout à fait le droit, si vous êtes détenteur d'une promesse, d'aller signer une promesse de vente avec un acquéreur potentiel. Attention aux termes que j'ai employés, parce que là, vous commercialisez. Vous ne pourrez vendre définitivement que lorsque vous serez vous-même propriétaire, ce qui est logique parce que vous ne pouvez vendre qu'un bien qui vous appartient. Mais vous pouvez signer des promesses, alors que vous n'êtes vous-même que sous promesse, ce qui fait gagner un temps fou. Et la condition suspensive de précom, elle vient dire que vous ne devenez acquéreur du bien qu'à partir du moment où vous avez pré-commercialisé tout ou partie de lot que vous créez. Ça, c'est génial. C'est une condition qui est vraiment super puisque, en gros, elle vous couvre notamment du risque commercial dans lequel vous seriez potentiellement planté en fait sur vos estimations de revente. Là, vous savez que vous êtes dans le vrai puisque vous avez trouvé des acquéreurs qui vous ont fait des offres à ce prix-là. C'est génial. Oui, bien sûr. Sauf que c'est jamais aussi simple. Sauf que une condition suspensive de précom, en gros, elle fait porter quasiment tout le risque à votre vendeur. C'est logique quand on y réfléchit. Puisque, en fait, vous vous dites, moi, je veux prendre aucun risque. Je me couvre avec cette condition de précom. Donc, le risque, je te le mets sur ta tête à toi, monsieur le vendeur. Et monsieur le vendeur, à moins qu'il soit complètement con et qu'il soit très mal accompagné par son notaire, il va se méfier. Ou à moins qu'il soit aussi désespéré, ce qui arrive. Tout ça pour dire que la condition de précom, elle n'est pas si facile à faire accepter. Elle peut l'être, hein, clairement, des conditions de précom, ça se fait passer, ça se négocie, mais ça n'est pas systématique, et il y a tout un tas d'opérations que les marchands font, dans lesquelles, en fait, la précom, elle est un peu inopérante. De fait. Parce que, par exemple, si tu achètes un bien un peu pourri, un taudis dont personne ne veut, en se disant, moi, je vais faire une réno, vraiment, où ça va claquer, et je vais miser sur l'effet coup de cœur, la précom, elle est difficile. Tu peux faire des super jolis visuels, des trucs comme ça, mais je peux te garantir, pour l'avoir fait un certain nombre de fois, tu mets des jolis visuels, mais quand t'amènes les acquéreurs potentiels, là, monsieur et madame Martin, tu sais, et qui, voilà, de la classe moyenne, voilà, monsieur, madame, tout le monde, tu les amènes sur le taudis, tu vas voir comme leurs visages vont se décomposer quand ils vont voir l'état du truc, et l'effet coup de cœur, tu risques de passer un peu à côté. Ouais. Bon, Donc, je valide ce que tu dis là. Le côté précom, c'est un bon truc, mais ça reste quand même assez subtil et il faut quand même le maîtriser parce que ça aussi, la précom, c'est quelque chose qui se gère. À côté de ça, il y a aussi des solutions. Voilà, il va peut-être y avoir des moments où on va tacler des gens dans l'épisode, mais en ce moment, il y a tout un tas d'étoiles filantes. Moi, j'aime beaucoup l'idée des étoiles filantes dans l'univers de l'infoprenariat où tu as des gens qui apparaissent d'un coup, font beaucoup de lumière et puis hop, ils disparaissent. Tu sais, et en attendant, ils ont plumé du monde. Et il y en a certains qui aujourd'hui encouragent des novices à faire de la vente à terme. Ils disent, la vente à terme, c'est génial, la vente à terme. Alors pour ceux qui savent pas, en gros, la vente à terme, schématiquement, vous payez pas l'acquéreur le jour où vous devenez propriétaire du bien, vous le payez plus tard.
dans un délai qui a été convenu avec le vendeur. Ça veut dire qu'en gros, le vendeur, il vous donne les clés et la propriété de son bien alors que vous lui avez pas donné d'argent. Et il y en a certains qui veulent vous faire croire que, ah oui, la vente à terme, super facile, c'est aujourd'hui le moyen, la solution pour faire des OP. Alors, bonne chance pour faire passer une vente à terme. Je dis pas que de l'appareil, c'est pas impossible, hein, mais c'est très difficile, puisqu'en gros, le vendeur, il est à poil. Je peux aussi vous dire, pour avoir discuté de ça avec mon notaire qui traite uniquement des professionnels de l'immobilier depuis plus de 20 ans, donc et des marchands et des promoteurs, y compris des très gros promoteurs, y compris des très gros marchands, il n'a jamais passé une seule vente à terme en plus de 20 ans. À propos de ceux qui s'imaginent que voilà, la vente à terme, c'est le nouvel Eldorado et que vous allez pouvoir vous enrichir, machin truc, n'écoutez pas les sirènes, l'appel des sirènes qui va vous faire vous noyer. Ouais, c'est pareil. Ouais, comme on disait au tout début de l'épisode, là où les gens ont les préoccupations principales des personnes, c'est le financement et la fiscalité. Dans le financement, les gens se disent ah super, du coup j'ai pas besoin de rond et je peux commencer à faire des OP quoi. Oui. Mais en fait, dites-vous, enfin, dans le marchand, comme dans d'autres domaines de l'entrepreneuriat, comme dans la vie, si vous appliquez des principes de bon sens, vous serez relativement protégé de ce genre d'écueil. Et en la matière, le principe de bon sens qui doit s'appliquer, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, c'est probablement trop beau pour être vrai. Il y a d'autres mises en garde justement que tu vois apparaître peut-être sur ce marché, des choses qui sont pas forcément vraies, des fausses croyances qu'on n'a pas mentionnées encore. Ça me paraît pas mal. Je veux juste préciser, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent oui, il y a un niveau de risque élevé sur le marchand, mais le niveau de risque, il existe, bien sûr. Par contre, enfin, tous ces moyens de protection qu'on vient de citer, ils n'existent pas dans d'autres domaines de l'entrepreneuriat. Et je prends pour exemple dans mon bouquin notamment, le mec qui veut ouvrir un kebab. Je crois que j'ai dit sandwicherie dans le livre pour être plus voilà, dans le consensus, mais imagine-toi tu veux ouvrir un kebab demain. Donc tu as besoin, je sais pas, de 100 000 balles pour faire simple. Peut-être ça coûte pas autant d'ouvrir une kebaberie, mais tu as besoin de 100 000 balles pour le fonds de commerce, faire les travaux, lancer tes premiers trucs, et puis tu vois les premiers mois sans rémunération. Donc tu risques 100 000. La banque, elle va te demander à minima 30% de fonds propres. Aujourd'hui, dans la restauration, c'est ce qu'ils demandent, 30% minimum. Donc tu vas devoir amener 30 000 balles de fonds propres, tu vas devoir t'endetter, et le risque de fermeture, je crois que les commerces de ce genre-là, il y a un taux de 90% de fermeture dans les 3 ans qui viennent. Ce qui veut dire que tu as 90% de chances de te rétamer et de perdre tout ton oseille. Donc non seulement les 30 000 que tu auras investis, mais probablement des dettes que tu auras contractées aussi au passage pour tout le reste. Donc en gros, tu as 90% de chances de te rétamer, ce qui est très élevé. C'est très défavorable comme circonstance. Je suis toujours très surpris que des gens se lancent dans la restauration. Mais on les remercie parce que sans eux, il y aura pas de pizza et ça, ce serait quand même triste. Mais tout ça pour dire que, en tant que marchand, oui, il y a des risques. Oui, les montants sont élevés. Oui, les montants sont conséquents, donc il faut pas faire n'importe quoi. Mais regardez tous les moyens dont vous disposez pour vous protéger. C'est quand même royal. Et il y a peu d'entreprises dans lesquelles vous avez autant de moyens de protection. Et toi, selon tes propres stats, donc d'après tes élèves formés, peut-être tu peux en rappeler combien t'en as formé depuis 2018, donc depuis 7 ans. Quels sont peut-être les taux de casse, ceux qui peut-être pas forcément de la casse, mais qui font autre chose quoi. Alors, j'ai des stats qui sont partiels, mais je vais te les donner. On a formé 3000 élèves approximativement depuis 2018, toutes formations confondues, sachant qu'on a des niveaux plus ou moins avancés. Et en fait, comme on a une certification Calliope, eh bien, on est tenu de réaliser des études statistiques sur nos élèves, donc combien de personnes notamment passent à l'action entre guillemets. Pour nous, passer à l'action, pour vous expliquer ce que ça veut dire des personnes qui ont réalisé au moins une opération, qui ont transformé au moins une opération. Alors, quand j'ai lancé ces études statistiques, je me suis dit, s'il y a une personne sur 5 qui fait une OP, c'est-à-dire 20%, je considérerais que c'est bien. Eh ben, on a 60% de passage à l'action. Donc, on a 60% des gens qui ont réalisé au moins une opération qui a généré au moins 20% de rentabilité. C'est-à-dire que la moyenne des rentas des opérations de nos élèves, elle est supérieure à 20%. Je te cache pas que je m'attendais pas à la question, donc j'ai pas les stats,
Mais je pourrais aller te chercher la stat si ça t'intéresse. Mais je sais qu'on est au-delà de 20% de renta sur les OP. Donc c'est pas mal. J'ai en toute transparence, je n'ai pas de statistiques sur les personnes qui se seraient potentiellement rétamées. Je sais qu'il y a quelques personnes qui nous ont contactés, typiquement des personnes qu'on avait formées, tu vois, autour de 2020 et qui ont subi le même revers que celui que j'ai subi, que j'ai présenté un peu plus tôt. Mais c'est vraiment des anecdotes, en tout cas c'est des histoires qu'on a bien voulu me raconter. Je n'ai pas de statistiques là-dessus. Ça marche. Et je crois que tu dis aussi dans ton livre que il y a un bon tiers de gens qui font autre chose qui arrêtent aussi Oui. Ouais. C'est les 40% en fait. Du coup, c'est les 40% qui complètent ce pourcentage de 60% de passage à l'action. Ah ok, oui, d'accord, c'est l'inverse. Ok, ouais, ça marche. Ouais. Effectivement, effectivement. Mais ça, moi, je m'en formalise pas parce que j'ai suivi tout un tas de formations. Tu vois que je ne pratique pas aujourd'hui. J'ai entre autres un CAP de boulangerie. Je te jure que c'est vrai. J'ai un CAP de boulangerie et je suis pas boulanger aujourd'hui. Et c'est pas grave. Enfin, tu vois, j'ai appris plein de choses. J'ai rencontré des gens formidables. Ça a enrichi mon existence. J'ai passé 8 mois à Aurillac. C'est tout à fait mémorable comme histoire. Et on s'en fout. Les gens auront appris des choses, tu vois, dans la formation, ils auront appris des choses, et j'espère qu'en tout cas, ça leur aura permis de se développer. S'ils font un achat, s'ils achètent bien leur résidence principale, ou s'ils font un super investissement locatif derrière parce qu'ils auront appris à négocier, eh ben, tant mieux, ma mission, elle est accomplie, mais je sais de toute façon que je pourrais pas aider tout le monde. Un nouveau marchand qui démarre là en 2025, tu lui conseillerais quoi en termes de stratégie peut-être ou alors tu as parlé un petit peu des démarches à faire, s'accompagner, se faire accompagner et autres, mais sur les stratégies même qui ont plus de on va dire de chances de succès par rapport à d'autres, comment tu vois les choses? Alors là aussi, j'aurais du mal à répondre de manière assez univoque puisque ça va dépendre d'un certain nombre de critères. En premier lieu, déjà, dans quel secteur géographique vous opérez? Puisque si tu te trouves en milieu plutôt rural ou sur la Croisette ou dans Paris, la stratégie peut être un peu différente. Je vais essayer quand même de donner des règles un peu générales, mais c'est juste pour mettre un peu de nuance. Ça va dépendre aussi d'avec quel capital tu te lances. Parce que si tu me dis, moi j'ai 30 000 ou moi j'ai 300 000, je vais pas aborder la réponse de la même manière. De manière générale, si vous vous lancez et que vous n'avez pas beaucoup de capital et que vous n'êtes pas prêt à le laisser dormir pendant trop longtemps, les opérations de division foncière sont peut-être à laisser un petit peu de côté. Alors, je tiens à préciser que pendant longtemps, j'en ai fait la promotion de ces opérations, parce que en effet, il y a eu des circonstances de marché dans lesquelles c'était super. Enfin, je veux dire, en 2020, les terrains, mais tu les mettais à peine tu les mettais sur le bon coin, tu avais 10 appels dans la journée, ils partaient, mais tout de suite. Donc c'était effectivement très bien. Et on pouvait vendre en plateau. Donc à l'époque, je disais, mais ne faites pas de travaux parce que vous allez vous faire chier pour rien. Aujourd'hui, je tiens un discours inverse. Parce qu'aujourd'hui, les terrains à bâtir sont plus durs à vendre. Donc je déconseille pour les personnes qui se lancent, en tout cas, de mettre trop d'opérations de division de terrain dans leur portefeuille. Par contre, aujourd'hui, les acquéreurs, en tout cas la majorité des acquéreurs, sont très réfractaires aux travaux, même aux travaux assez légers. On le constate de plus en plus. Donc aujourd'hui, je conseille très vivement d'envisager des opérations dans lesquelles on fait des travaux et on essaie d'aller même au bout des finitions. Ce qui est pénible, mais ça fait partie du job. Et pour une perspective un peu plus stratégique de moyen long terme, je conseille de faire des opérations de rénovation et notamment dans lesquelles on va valoriser des biens par une rénovation énergétique performante. Alors, c'est le moment où justement aussi je m'autorise, si tu veux, et si ça te dérange, tu pourras le couper, c'est pas grave. Justement, fort de cette prise de conscience, je suis en train de créer, et elle va sortir vraiment dans un mois ou deux, une formation sur la rénovation énergétique, en premier lieu pour aider les élèves de nos formations qui l'ont beaucoup réclamé, mais aussi parce que ça va être un enjeu de demain. Tout tend vers ça. La promotion, elle est moribonde et à mon avis, elle va pas se relever dans la décennie qui vient. Et enfin, il y a beaucoup d'indicateurs objectifs qui permettent de le dire. Le besoin en logement, il est énorme dans les zones tendues. Et les acteurs qui vont pouvoir faire quelque chose et qui vont pouvoir pallier à cette problématique, ce sont les marchands.
mais il faut qu'on fasse des rénovations de qualité, il faut qu'on participe à l'amélioration de ce parc. Et donc ça, il y a des manières de le faire. Moi, j'avoue que j'étais pas spécialiste là-dedans. J'ai appris beaucoup de choses en créant cette formation, alors, dans laquelle j'interviewe vraiment des spécialistes. Hein, pour le coup, c'est pas moi qui la dispense. Et je pense que demain, que vous soyez d'ailleurs investisseur locatif ou marchand de biens, faites des rénovations dans lesquelles vous améliorez les performances énergétiques, faites des biens de qualité dans lesquels vous mettez des labels, parce que j'ai appris aussi dans cette formation que tu peux labelliser des biens, ça coûte pas très cher. Tu peux traiter tous les sujets d'allergie, où aujourd'hui il y a plein de gens qui ont des problèmes d'allergie, notamment dans les grandes villes. Donc si tu amènes des réponses à ces problématiques-là, si tu crées de la valeur au final pour ton public d'acquéreurs, tu vendras et tu vendras bien et tu vendras plus cher, c'est certain. Les labels dont tu parles, c'est quoi exactement? Et c'est l'État qui les délivre? C'est des organismes? C'est des organismes certificateurs. Alors il y en a tout un tas, mais tu vois, il y a des labels de qualité de l'air, des trucs comme ça. Enfin, de consommation, de basse consommation. Ouais. C'est des trucs, mais quand tu les as mis en place, faire un audit et sortir le label, ça coûte 1000 balles, quoi. Ouais, puis la valeur perçue en commercialisation, elle est bien plus forte, quoi. Donc, oui. Ouais. Et c'est évident. Parce que les gens, ils sont sensibles. J'ai vu, moi, je suis client au Crédit Mut pour mon compte perso et il m'envoie le petit catalogue du Crédit Mut tous les, je sais pas combien, et je prends des fois la peine de le lire le matin avec le café. Et j'ai lu une stat tout à fait saisissante qui dit que 75% des personnes qui aujourd'hui envisagent l'acquisition d'un bien regardent en premier lieu son DPE, le diagnostic de performance énergétique. C'est énorme, surtout quand on sait la quantité de trous dans la raquette qu'il y a dans ce diagnostic. Mais en tout cas, les gens sont sensibles aux étiquettes, ils sont sensibles aux labels. Donc, si vous avez des possibilités, il faut pas hésiter à mettre le paquet. De qui tu t'entourerais pour aller dans ces strates, justement? Un diagnostiqueur DPE, d'autres techniciens ou... Alors, les diagnostiqueurs, il y a à boire et à manger. Il y a à boire et à manger, puisqu'aujourd'hui, c'est pas très compliqué de devenir diagnostiqueur. Tous le font pas forcément avec un sérieux. Alors, il y en a des très très bons. Hein. J'en ai rencontré des super dans toutes mes années d'IMO. Donc, c'est vraiment une profession à laquelle je jette pas la pierre. Ça peut être une première entrée, mais si on veut vraiment aller chercher une amélioration sensible, il vaut mieux soit un auditeur, donc là qui va faire un audit énergétique qui va aller un peu plus loin quand même que le DPE. Ou alors tu peux passer par un ingénieur thermicien. Et puis après, il y a des cabinets d'architecture et de rénovation dont c'est vraiment la spécialité. Pour le coup, tu vois là dans le cadre de ma formation, j'ai été mis en relation et j'ai interviewé un pro que je ne connaissais pas d'avant, qui a reçu des prix à l'ONU, machin, enfin tu vois, quelqu'un qui vraiment qui touche sa bille. Et lui, typiquement, il me dit, nous, on fait ça, on est capable de faire ça. Et là, tu vois, j'achète un appart pour moi, pour ma résidence principale. Je dis, putain, viens. Et je dis, viens, on va le faire, fais quelque chose. Il a regardé, il allait visiter. C'est un immeuble de 1860, qui a un DPE D, ce qui est pas mal du tout. Alors que les fenêtres sont pourries, enfin, voilà. Et il m'a dit, mais ton appart, on te le passera en A, il y a pas de problème, et on va te faire un label de ceci, un label de cela. Et bon, c'est un appart qui vaut un peu d'argent. Et donc, je me dis, à la revente, c'est sûr que ça va, tu vois, les quelques milliers d'euros que je vais investir là-dedans, c'est sûr qu'ils seront rentabilisés. Ce qui me ramène tout de même à la question à la nuance que je mettais au début, ça dépend de où tu fais ton opération. Parce que si tu fais ton opération à Saint-Étienne, par exemple, Saint-Étienne dans la Loire, le prix du mètre carré, alors j'ai rien contre Saint-Étienne ni contre les Stéphanois, même si je suis lyonnais, il y a pas d'histoire. Mais à Saint-Étienne, le prix du mètre carré, il est pas élevé. Donc tu sais que tu vas pas revendre pour des 100 et des 1000, et donc il faut faire très 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 attention à ton bilan. Donc si vous vendez dans des communes dans lesquelles le prix du mètre carré il est pas très élevé, faut vraiment faire gaffe. Par contre, si vous êtes sur des marchés typiquement les plus grandes villes de France, voilà, à Paris ou le sud de la France ou la Haute-Savoie, enfin les endroits où l'immobilier est très cher, ça vaut le coup de faire de la qualité. Ça va payer.
Est-ce que tu penses aussi, pour les gens qui peuvent se lancer un peu en mode side business, marchand de biens, que c'est quelque chose qui peut se faire à côté de son job pour démarrer? Ou est-ce que tu es plutôt partisan on plonge dans l'entrepreneuriat et on regarde pas derrière, quoi? Alors, là aussi, il y a des modes. C'est-à-dire qu'on a eu pendant souvent la mode, tu sais, je pense que c'est une mode qui est venue des États-Unis, avec ce discours, yeah, you can do it, man, yeah, you have to go. Et puis, il y a quelques Français qui se sont dit, ouais, on va les copier, et puis ça va être chouette. Je pense que les personnes doivent faire ce qui leur semble bon, à elles et à personne d'autre. C'est-à-dire, quel est ton niveau d'appétence au risque? Tu vois, par exemple, moi, quand j'ai fait mon truc à 30 ans, où j'étais un peu all-in, je savais que je ne risquais que ma propre situation. Et j'en avais rien à foutre. Par contre, si tu es mère de famille, et j'en ai des mères de famille qui viennent à nos formations, et tu vois, il y a 2, 3 enfants en bas âge, il faut être débile, suicidaire pour leur dire, mais oui, quitte tout, enfin, t'es nul de rester salarié, lâche ton job et va. À un moment donné, il faut aussi, on a en tant que personne qui dispensons du contenu et qui disons des choses, qui avons des audiences, on a aussi une responsabilité. En fonction de la situation personnelle des gens et de leur appétence au risque, il faut mettre le curseur plus ou moins haut. Donc, moi, je pense que c'est une activité entrepreneuriale, elle prend du temps. Il est illusoire de croire que tu peux, tu vois, manger aux 2 buffets en même temps. C'est-à-dire être et salarié, tu vois, 40 heures par semaine, et avoir une vie de famille, et être entrepreneur. Je pense que c'est très compliqué. Par contre, je pense que tu peux aménager. Si tu as une appétence au risque qui existe, mais qui est quand même mesurée, ou alors que tu dis, bah voilà, moi j'ai une famille, je veux être responsable, je veux pas leur faire vivre des choses désagréables, je peux aménager mon temps. C'est-à-dire commencer à travailler un petit peu moins. Peut-être passer sur un 75%, un 80%, me dégager 1 ou 2 demi-journées par semaine. D'ailleurs, je conseille de se dégager 2 demi-journées et pas une journée entière. Et commencer à prospecter comme ça. Ce qui est certain, c'est qu'il faut du temps pour prospecter, tu le sais. Prospecter, développer un réseau, l'entretenir, etc. Il faut être réactif. C'est-à-dire, si un agent immobilier t'appelle et te dit, ouh là là, il y a un truc qui sort, dépêche-toi, il faut venir le voir, tu laisses tout tomber et t'y vas. Et là, je vous le dis aussi, si vous êtes actuellement salarié, autre conseil, si vous êtes actuellement salarié et qu'à un moment donné, vous avez un de vos contacts qui vous dit, il faut venir, il y a un truc qui sort, il est intéressant, vous lâchez tout, ok? Vous excuserez platement auprès de votre employeur, mais vous vous barrez et vous allez saisir l'opportunité, vous arriverez en retard, c'est pas grave, on vous pardonnera, mais les 50 000 balles de plus-value potentielle que vous allez laisser filer si vous n'y allez pas, c'est pas votre patron qui va vous les rembourser, donc allez-y, et vous lui enverrez, je sais pas, une belle bouteille de champagne ou ce qu'il aime pour vous faire pardonner. Ouais. Oui, surtout que salarié, a priori, à moins que tu sois finalement 4 sup et que tu aies une équipe de 10 personnes qui a besoin de toi sur une visite à ce moment-là, sinon, a priori, tu peux t'échapper, quoi. Oui, à moins que voilà, vous soyez chirurgien, urgentiste et que vous opérez des gens qui sont au bord de la mort, donc là, ne partez pas, bien sûr, opérez-les, sauvez-les, mais si jamais, voilà, vous êtes plutôt comme la majorité des gens dans un emploi tertiaire ou autre, probabement que le monde ne va pas s'arrêter de tourner si vous quittez votre poste pendant quelques heures. Et sur toujours le thème justement de se reconvertir, ou du moins du rythme que ça peut prendre, de la place que ça peut prendre de faire du marchand dans sa vie à côté, j'ai un peu l'impression que dans le marché, il y a en ce moment, il y a une tendance, et d'ailleurs, je m'interroge pas mal là-dessus aussi parce que je connais assez peu enfin si, dans les boîtes, c'est un peu pareil, mais de métiers dans lesquels tu peux t'associer, où tu peux effectivement prendre des fonds, les rémunérer derrière pour pouvoir faire ton activité, et ensuite rémunérer les personnes qui t'ont prêté de l'argent avec des dates fixes, tu vois, pas en mode locatif. Et donc j'ai l'impression que c'est aussi un des attraits aussi du marchand de biens de pouvoir faire ça. Et je me demande dans quelle mesure s'associer avec quelqu'un, par exemple, qui a du fond mais qui a pas de compétences, qui veut mettre un pied dans un projet, le voir, le suivre sans être opérationnellement sur le terrain, si c'est pas quelque chose que tu verrais comme un truc intéressant, ou au contraire si la hype des associations est un peu surcotée et qu'il y a beaucoup plus de risques que les gens imaginent, quoi. Alors, je pense que les deux sont vrais. Quand il y a une hype, de toute façon, il faut toujours s'en méfier. Et quand il y a une hype, il faut s'en méfier.
Ceci étant dit, t'as quand même raison dans le sens où les opportunités que génère l'activité de marchand, elles sont importantes et elles sont multiples. Et c'est vraiment une activité dans laquelle ce combo de la personne qui a du jus et quand je dis du jus, c'est de l'énergie, de la motivation et du temps, peut s'associer à une personne qui a du capital, et chacun vient en fait apporter quelque chose de très complémentaire dans une association. Ça, effectivement, alors moi je connais pas toutes les autres activités qui existent avec les possibilités d'investissement, mais chez nous c'est très 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 présent. Alors ça, c'est l'investissement, on va dire, enfin c'est l'association passive. C'est-à-dire que tu as tout simplement un pourvoyeur de capital qui vient, qui met des fonds, qui dit tiens voilà 500 000, va t'amuser avec, et puis tu me rappelles quand tu me rappelles avec 600 000 quoi. En gros, mais là ça c'est l'investisseur passif. Après les associations qui consistent là plus à trouver une personne qui va t'amener un peu plus que du capital, je pense que c'est une très bonne chose, puisque moi encore une fois, je me suis associé. Par contre, là, il faut vraiment faire gaffe aux personnes avec lesquelles tu t'associes. Il faut qu'il y ait déjà une complémentarité en termes de compétences, ou de traits de caractère, on va dire, parce que si tu t'associes à une personne qui est exactement comme toi, qui a les mêmes qualités, qui a les mêmes faiblesses, je sais pas, si t'as pas une thune, elle a pas une thune non plus, tu vois, en fait, vous allez juste avoir plus des mêmes problèmes. Donc, il faut essayer de trouver une personne déjà qui te complète. Typiquement, si toi t'es très introverti et que t'oses pas trop et que ça te fait chier de parler aux gens, et que tu te dis bah zut, moi il faudrait quand même que je fasse du réseau, va t'associer à une personne qui a cette capacité. Là, ça peut être intéressant. Donc ça, c'est la complémentarité de points forts et de points faibles, on va dire. Il y a une autre chose qui est absolument impérative, c'est le sujet des valeurs. Il faut impérativement que vous soyez alignés sur les mêmes valeurs, que vous ayez une appétence au risque qui soit à peu près semblable, que vous ayez une relation à l'argent qui soit la même, c'est-à-dire vous dire bon bah moi je suis prêt à risquer, pas risquer, j'aime bien dépenser, ou moi j'aime bien être économe. Il faut que vous soyez sur une espèce de communauté de vision là-dessus, puisque sinon ça va très très vite poser des problèmes. Donc c'est assez simple, hein. Je propose, vous pouvez vous poser avec une personne qui a un associé potentiel et balayer ensemble tous les sujets qui sont critiques. Et en gros, quand tu as un problème, comment tu le gères, si tu as de l'argent, comment tu le gères, etc. Et vous allez vite vous rendre compte si ça match ou pas. Après, l'avantage du marchand, c'est comme ça me ramène au début de l'entretien, c'est que au final, à chaque opération, tu repars un peu à zéro. Donc ça veut dire que si tu t'es associé avec la mauvaise personne, rien ne t'oblige à poursuivre avec elle sur une deuxième OP. Tu peux dire bon bah ça a pas marché, merci, au revoir. Mais de manière générale, je pense que les associations sont une bonne chose. Il faut savoir les cadrer. Ouais, non mais très bien. Enfin, je pense que c'est de l'entrepreneuriat aussi, c'est un peu la même chose quoi. Mais ça permet quand même d'aller plus vite ou du moins plus loin dans des projets quoi. Surtout, il y a aussi sur le la partie côté capitale. Pardon, tu dis? Surtout, ouais, excuse-moi, je t'ai coupé. Surtout sur la partie capitale, parce que tu te retrouves toujours limité par tes fonds. Donc, si tu trouves une personne qui a plus de capital, ça démultiplie ta croissance. Ouais. Moi, je l'ai aussi retenu, parce que j'ai fait des OP seul, que d'un point de vue charge mentale, c'est quand même aussi assez intéressant. Surtout quand t'es face à des décisions, de pouvoir avoir quelqu'un, une épaule sur qui pleurer. Non, je rigole. Mais pouvoir se dire à deux, on mange la couleuvre, ou le crapaud, plutôt, et on se dit, tu vois, tout seul prendre des décisions, c'est toujours un peu... Ouais, quoi. C'est certain. Et puis, il y a des personnes qui clairement, n'aiment pas être seules. Et qui aiment pas être seules, qui aiment pas bosser seules, qui aiment pas prendre des décisions seules. Et c'est légitime. Enfin, je veux dire, chacun ses préférences. Et donc, souvent, les personnes, encore une fois, qui viennent faire du marchand, elles étaient avant dans une activité plutôt salariée, entourées avec des équipes, avec des trucs, et puis des personnes ressources. Et puis là, du jour au lendemain, tu te retrouves seul. Tu te retrouves seul face à un tourbillon de décisions à prendre, et des petites décisions et de grandes décisions. C'est vrai que ça peut être parfois, quand tu dois les prendre seul, tu te dis bon bah zut, qu'est-ce que je fais quoi. Est-ce qu'il y a c'est quoi ton setup? Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais conseiller aux personnes qui sont pour toi indispensables ou intéressantes ou assez peu connues que toi tu utilises? Honnêtement,
Non, j'ai pas d'outils magiques. J'ai pas d'outils magiques. J'aimerais bien vraiment. On me les demande souvent les outils magiques. Vraiment, on me les demande très souvent et j'aimerais bien en avoir parce que du coup, je les revendrais super cher. Mais j'en ai pas. Alors déjà, je recommande le télémètre laser. C'est vraiment pas le truc, tu vois. Le télémètre laser qui calcule les surfaces, ça vous fait gagner un temps fou. C'est très très important. Euh, Après, on a utilisé, alors ça c'est mon frère qui me l'a fait connaître à l'époque, un logiciel de dessin vectoriel qui s'appelle Canvas. Attention, pas Canva, parce que Canvas c'est un logiciel d'illustration qui est très 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 connu, un truc en ligne. Non, ça s'appelle Canvas, Canvas GFX. Et c'est un truc un peu de geek, mais tu fais du dessin vectoriel, donc tu peux mettre des plans à l'échelle, et puis notamment sur les plans de terrain, etc. Tu peux faire des choses avec une très grande précision, donc c'est assez intéressant. La prise en main est pas évidente, comme tous les logiciels un peu pointus. Ça, c'est un outil qui peut être intéressant. Non, après, franchement, tu vois, Imodata, enfin DVF, pour aller un peu se renseigner. Et encore, faut faire gaffe. Le géoportail, mais tu vois, j'invente pas la roue. Searchimo, qui est la plateforme, une plateforme d'agrégation d'annonces immobilières que j'ai créée avec Gab et Romain, qui sont mes associés sur ce projet, qui agrège les trucs, sur lesquels tu peux prendre des notes, faire du suivi de prospection qui est intéressant. Je pourrais te filer un lien d'ailleurs pour les auditeurs avec 3 mois offerts s'ils veulent tester. Mais vraiment, là aussi, c'est comme la rentabilité magique. En fait, malheureusement, il n'y a pas d'outil magique. Il faut bosser, quoi. Il faut bosser et il faut faire du travail sérieux et il faut être régulier. Malheureusement, il est là le secret. Mais ce qui est sûr, par contre, et ça, c'est la bonne nouvelle du podcast, c'est que si tu bosses de manière sérieuse dans l'IMO, dans le marchand ou autre, hein, mais tu bosses de manière sérieuse avec régularité, ça finit toujours par payer, de manière plus ou moins importante, mais tu finis toujours par gagner de l'argent. Écoute, ça me donne du baume au cœur ce que tu viens de me dire, parce que ça m'encourage. Non, mais j'y crois aussi, et je pense que je rajouterais même, et tu peux me dire si je me trompe, mais la beauté, je trouve, du truc, c'est que c'est pas juste tu fais de l'effort et il y a un résultat qui est là, c'est que les efforts que tu as fait avant, bah, la montée en compétence, elle s'évanouit pas, quoi. Donc, Ouais, tout à fait. Puis c'est un job en fait enfin, c'est quand même super intéressant. Les personnes qui s'y intéressent, si elles veulent le faire, il faut le faire par intérêt. Bien sûr, le gain, il est intéressant, mais je le constate, les personnes qui sont juste attirées par l'argent, elles tiennent rarement. En fait, tu peux réussir dans l'entrepreneuriat quand t'es passionné par ton truc. Et si t'es passionné d'IMO, tu vas apprendre, comme tu le dis, sur toutes les OP, tu vas monter en compétences, perso et technique, d'ailleurs, les deux. Hein. Et ça reste avec toi. Ça me questionne. Si je peux te retourner la question, qu'est-ce qui te fait dire que ça te met du baume au cœur? Parce qu'actuellement, toi, tu rencontres des sujets sur des opérations. Non, c'est toujours le sujet en fait de monter en compétence et du temps que je mets pour justement construire cette base et d'expérience et de connaissances, parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience que je pense qu'il faut construire dans les opérations pour après être plus efficace tout simplement. Tu vois, moi la problématique aujourd'hui par exemple du moment en ce moment, c'est justement cet équilibre entre quand tu fais une offre entre pas assez informé, trop informé, tu vois, trop prudent, pas prudent. Et ça, c'est avec la montée en compétences, expérience et la vision que tu peux après être beaucoup plus confort en te disant vas-y, je lance une offre alors je connais pas encore 100% de toutes les données, tu vois. Ça, effectivement, ça vient un petit peu avec le temps. Mais il faut pas, mais c'est pas grave. Hein, tu vois, il faut le faire et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu fais des offres qui sont un peu basses, bah tu te protèges. Et les risques que tu prends, les risques que tu prends, ils sont mesurés. Et on en parlait un petit peu en off avant de commencer cet épisode. Les offres d'achat, bon, au début, t'as un peu la main qui transpire quand tu la signes, mais franchement, au bout d'un moment, tu vas en balancer comme tu vas acheter des croissants, tu vois. Et tu dis bon bah c'est un peu des bouteilles à la mer. Il faut pas faire des offres n'importe comment non plus. Hein. C'est parce que c'est pas mon propos, mais il faut pas hésiter à faire des offres qui soient audacieuses, agressives, vous appelez ça comme vous voulez. Du moment que elles sont justifiées, que vous savez expliquer ça de manière décente aux agents immobiliers qui vont les recevoir. Et ma foi, il y en a 90% qui seront refusés. On s'en fout. Ouais, complètement. C'est un jeu de volume quoi dans ce métier. Ouais. Bah, merci beaucoup Yoni d'avoir partagé un peu de ton expérience, de ta connaissance avec nous. Merci de m'avoir reçu.
Où est-ce que les gens peuvent te rejoindre s'ils veulent en savoir un peu plus sur toi, prendre contact? Alors, il y a plusieurs canaux. Si vous voulez plus d'informations sur l'activité de marchand, il y a notre chaîne YouTube qui est MDB Academy, avec un Y à la fin. C'est aussi le nom de notre organisme de formation. De toute façon, si vous tapez MDB Academy sur Google, vous allez me trouver assez rapidement. J'ai un livre qui est sorti chez Vuibert là, en janvier 2025, donc, qui s'appelle Devenir marchand de biens, l'aventure dont vous êtes le héros. Et si vous voulez nous contacter un peu plus directement, c'est soit sur LinkedIn, donc vous me trouverez sur LinkedIn, c'est Yoni Buxbaum. Alors mon nom de famille, c'est un nom de famille germanique, ça s'écrit Buchsbaum. Donc il y a LinkedIn, il y a Instagram YoniMDB, et en fonction de votre demande, on vous redirigera vers la bonne ressource. Excellent, merci encore pour ton temps, pour tout ça. Merci. Et à très bientôt sur la route du marchand. Merci et bonne réussite à tous. Si cette conversation t'a plu, je te conseille l'épisode 189 avec Maxence Chabert où on a également décortiqué des stratégies d'achat-revente en immobilier. Bonne écoute. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao!